Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au balado L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bonjour Mélissa! On poursuit notre discussion sur les hypersensibilités sensorielles, mais plus particulièrement lorsque ça touche l'alimentation. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent qui démystifie les hypersensibilités, donc je vous invite à le faire. Lorsque ça sent fort, lorsque ça goûte mauvais, lorsque la texture lève le cœur, lorsque la vue des aliments fait fuir notre coco, ce sont tous des signes que manger n'est pas plaisant et que manger est peut-être difficile. Se joignent à nous encore une fois nos deux ergothérapeutes pour comprendre l'impact de l'hypersensibilité, mais particulièrement au niveau de l'alimentation. Véronique Pépin et Valérie Ferron, merci de continuer la discussion avec nous. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent. Alors, Véronique, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Véronique Pépin, ergothérapeute. J'ai gradué il y a bien des années, mais je travaille en pédiatrie depuis maintenant à peu près 15 ans. J'ai fait un petit bout dans le système public, mais la majorité du temps, j'ai travaillé en clinique privée. Par contre, au tout début de ma carrière, j'ai travaillé en soins aigus dans un hôpital et j'ai travaillé dans l'équipe de dysphagie. Donc, j'ai toujours gardé après, en travaillant avec mes différentes clientèles, l'intérêt au niveau de l'alimentation. Et je l'ai appliqué avec mes petits cocos en pédiatrie. Donc, je travaille au niveau de la sélectivité alimentaire pour les cocos qui sont un petit peu plus vieux puis qui présentent un répertoire alimentaire limité, mais aussi avec les petits bébés qui ont des difficultés à introduire les aliments, que ce soit la purée autour de 6-7 mois ou encore plus tard, qui ont de la difficulté à passer au-delà de la purée. Donc, ils se limitent, là, qui ne peuvent introduire là, les aliments plus texturés, les morceaux, etc. Alors, voilà. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir, Valérie. Oui, bien, merci de l'invitation aussi. Ergothérapeute aussi depuis une dizaine d'années, toujours en pédiatrie depuis jour 1 de ma graduation. Beaucoup de privé, un peu de public dans les 2 dernières années. Public qui m'a amené aussi à m'informer plus, en tout cas, sur l'alimentation, parce qu'il y a énormément de références au niveau de l'alimentation, surtout bébé, comme Véronique parlait. Donc, c'est un peu ce qui m'a amené à m'informer plus. Sinon, grande fan de l'hypersensibilité sensorielle, hyperréactivité sensorielle, comme on a pu discuter dans la partie 1. Donc, voilà, merci beaucoup de m'inviter. Merci à vous. Donc, si je résume un petit peu la partie 1, maintenant on sait, en fait, c'est plus clair, c'est quoi une hypersensibilité ou une hyperréactivité et les impacts qu'elle peut avoir avec les activités quotidiennes. On sait également que nous avons tous un seuil de tolérance qui nous est propre et qui est différent pour chacun de nos sens. Là, j'aimerais vraiment qu'on aborde le contexte du repas. Donc, à quel âge peut se manifester une difficulté au niveau de tout ce qui est intégration sensorielle et quels sont les signes qu'on peut observer vraiment chez les tout petits à l'heure des repas?
Ça peut passer. C'est vraiment tout jeune. Il y a certains enfants, même au niveau de débuter les boire, l'allaitement. Débuter l'allaitement, ça peut être plus difficile au niveau des biberons, le choix des enfants qui vont avoir de la difficulté à tolérer ces textures-là à l'intérieur de la bouche. Donc, ça peut se passer très tôt. Mais je dirais la majorité du temps, moi, ce que j'observe, en tout cas, les références qu'on peut recevoir, c'est lors de l'introduction des aliments ou encore quand la maman veut sevrer, une maman qui a allaité son bébé, qui veut sevrer pour peu importe la raison, qui veut passer au biberon. Et là, le passage de l'allaitement au biberon, là, des boires au biberon est assez difficile et complexe. Là. Puis aussi, lors de l'introduction des aliments. En tout cas, moi, dans ma pratique, c'est souvent là que les parents consultent en ergothérapie. Oui, il y en a qui vont consulter quand même plus tard, quand l'enfant ne prend pas assez de poids, par exemple, qu'il refuse de manger les repas au CPE ou un peu de tout ça aussi. Fait c'est ça. Il y en a qui vont nous arriver plus tard, mais la majorité, même ceux qui arrivent tard, il y avait des défis quand ils étaient plus jeunes. Puis surprenamment, dernièrement, moi, j'ai eu quelques adolescents dans ma clientèle, des adolescents qui s'aperçoivent que ils ne peuvent pas aller manger au restaurant avec leurs amis, ils ne peuvent pas aller coucher chez les amis, puis ça les dérange, eux. Ils aimeraient ça passer par-dessus ce défi-là. Donc, c'est assez récent, mais on en a quelques-uns aussi. Oui, je pense parce qu'on en parle peut-être beaucoup plus également. Tu sais, avant, c'était plus tabou, ils sont perçus plus difficiles. Maintenant, on comprend un petit peu plus, je pense. Merci aux réseaux sociaux, merci à vous aujourd'hui de démystifier le tout. Je pense qu'on est plus à l'aise d'en parler également et c'est ça le but, c'est de ne pas cacher ça, de ne pas garder ça chez nous parce que parfois, on hésite en tant que parent d'amener notre enfant parce que, bon, je ne sais pas s'il va manger, je vais le faire manger avant, je vais amener un plat parce qu'il va peut-être faire une crise, il est peut-être plus difficile. Concrètement, ça ressemble à quoi? Les signes que les parents t'apportent. Véronique, moi, je l'ai vécu avec mon enfant. Fait que moi, je sais, moi, ce que j'ai vécu avec mon coco, moi, c'était surtout des crises. Il voyait la chaise haute et c'était une chaise de torture, je crois. Parce que je m'approchais, il était dans mes bras, je m'approchais de la chaise. Puis c'est vraiment, il y avait associé, je pense, l'heure des repas. Puis ça faisait quoi, 2 ou 3 semaines que j'essayais. Puis c'est la purée que j'avais essayé pour commencer. Et c'était réellement une chaise. Il hurlait comme si je m'allais faire souffrir sur la chaise. C'était un des premiers signes, en plus du refus, vraiment tout ce qui jouait de dentition. Moi, c'était les 2 premiers. En pratique, toi, tu vois quoi quand les parents viennent te consulter? Ils viennent quand, en fait? C'est quoi les défis que tu vois? Bien, il y a comme 2 clientèles. Là. Je vais parler de 2 clientèles de façon un petit peu séparée. Chez le bébé, oui, comme tu expliques, mais ça arrive, là, des bébés qui vont pleurer dès l'apparition de la chaise haute, mais c'est pas non plus la majorité. Des fois, c'est juste le bébé peut s'installer calmement à sa chaise. Même il y a des bébés, des fois, qui vont jouer dans la nourriture un petit peu, mais c'est juste que le passage à la bouche ne se fait pas. On va être capable de manipuler, mais ils vont soit se détourner. Donc, quand le parent présente la cuillère, ils vont détourner la tête ou peuvent pleurer. Ou des fois, même les enfants vont prendre 1 ou 2 bouchées, puis après ça, le repas est terminé, l'enfant commence à chigner, puis démontre des signes là, que c'est plus un moment agréable, puis il n'est plus disponible pour l'alimentation. Fait qu'il y a vraiment tout un continuum, je dirais, mais la finalité, c'est que l'enfant ne mange pas selon ne comble pas ne comble pas. Comment je pourrais dire ça? L'enfant ne mange pas suffisamment, puis ça inquiète les parents. Donc, la finalité, c'est ça. Mais les signes peuvent aller, comme tu dis, d'un enfant qui crie juste en voyant la chaise haute. Ça peut être aussi un enfant qui va s'installer calmement, mais qui ne mangera pas tout simplement ou va manger très, très peu à chaque repas. Avec les enfants un peu plus vieux, donc souvent, on les voit autour de 3-4 ans. Puis là, les parents se questionnent, est-ce que c'est parce qu'il est juste un enfant difficile, ça on peut nommer un enfant difficile, ou c'est vraiment une particularité là, qui se maintient dans le temps. Fait que les parents nous disent, depuis qu'il est tout petit, il ne mange pas beaucoup, il est difficile, c'est compliqué d'introduire les nouveaux aliments, il ne veut pas essayer, il mange toujours les mêmes choses. Puis là, nous, ça nous limite dans ce que nous, on mange à la maison, on est obligé de lui faire un repas particulier. Fait que c'est souvent ça. Puis, on a aussi les parents qui sont très, très inquiets au niveau nutritionnel avec des pertes de poids, mais on en a de ça, mais la majorité, c'est plus des inquiétudes puis des accros au niveau du
du quotidien. Tu sais, je suis obligée de faire un repas supplémentaire, mange pas beaucoup à la garderie. C'est plus des choses comme ça. Quoique ça arrive quand même qu'on a des enfants qui ont des suppléments alimentaires pour ne pas avoir de perte de poids. Là. Mais encore là, le spectre est assez large. Je pense aussi que ça dépend de la tolérance des parents à tout ça. Des parents qui vont être très inquiets rapidement dès qu'il y a un petit... que l'enfant va montrer une petite. Puis là, au contraire, on doit les apaiser, ces parents-là, pour dire il y a des étapes normales. Un enfant, il y a la néophobie alimentaire, qui est une petite étape normale que l'enfant doit faire. Mais donc, il y a des parents que des fois, on doit apaiser, puis d'autres, on doit ralentir un petit peu, puis plus amener à suivre l'enfant. Ça revient souvent à l'alimentation. C'est pas comme c'est 3 fois par jour, il faut manger. Puis c'est un enfant, on en parlait tantôt, qui va réagir aux vêtements, ben, à la maison, il peut être tout nu au besoin. L'alimentation, il faut qu'il mange. C'est inquiétant, les parents sont souvent très inquiets avec raison. Il y a une grosse charge émotionnelle aussi, parce que comme parent, un des rôles, c'est de faire grandir mon enfant et de lui offrir tout ce qui... De bien le faire grandir, qu'il soit en santé, puis de manger de façon saine, équilibrée, puis tout ça. Puis souvent, c'est des enfants qui vont manger de façon très limitée et pas toujours les bonnes choses. Ils vont finir par manger les craquelins, les pains, les frites, les croquettes de poulet. Puis c'est pas ça que le parent veut offrir nécessairement à son enfant. Il y a beaucoup d'inquiétude, puis une grosse charge émotive pour les parents. Oui, puis, tu sais, c'est pourquoi ils vont manger souvent ces aliments-là, mais c'est bien plus prévisible que de manger des légumes ou des fruits qui, eux autres, ils goûtent jamais la même affaire. Je mangeais des bleuets ce matin. Des fois, c'est surprenant. Ils sont surettes, sont sucrés, sont mous, sont durs. Fait que l'enfant, c'est très stressant de manger quand la texture nous dérange. Donc, ils vont se tourner vers les aliments qui sont moins nutritifs au quotidien. J'aime pas dire des mauvais aliments, là, parce que je pense pas qu'il y a de mauvais aliments, mais qui vont être c'est ça, qui vont moins fournir au niveau des vitamines et tout ça. Là. On avait fait des épisodes aussi on a 2 épisodes qui parlent justement de ces aliments surprises-là, les fruits et les légumes, puis pourquoi vos enfants vont tout le temps aller vers... Nous, on les appelle les aliments beige, là. Oui. Tu l'as bien expliqué, Valérie, parce que c'est exactement ce qu'on explique aux parents. C'est prévisible. Le craquelin va toujours goûter, c'est la même texture, c'est le même goût, c'est sécurisant. Puis d'un point de vue nutritionnel aussi, cet aliment-là, l'enfant apprend qu'il va lui remplir le bedon aussi, ce besoin, cette sécurité-là d'être nourri. Puis tu sais, moi, j'écoutais... Véronique parler, les raisons de consultation qui amènent les parents à venir vous voir sont souvent les mêmes raisons que des fois, faut-tu que j'aille voir l'ergo, faut que j'aille voir la nutritionniste. Puis, tu sais, des fois, moi, j'ai envie de dire, un des deux, à la limite, nous, si on voit que l'aspect, justement, sensoriel, hyperréactivité peut être plus présent, là, ça pourrait être intéressant de travailler conjointement, mais c'est en effet des aspects qu'on va venir travailler. On le voit que l'inquiétude, elle est là chez les parents. Puis nous, c'est justement, des fois, de venir expliquer, de venir normaliser, on parlait de la néophobie alimentaire, mais de venir justement, là, puis nous, on travaille avec le partage des responsabilités, de venir établir un certain cadre pour venir diminuer cette inquiétude-là chez les parents. Des fois, ça va se faire avec un ou l'autre du professionnel, soit avec la nutritionniste, soit avec l'ergo, tout dépendant à qui on a eu accès en premier. Puis des fois, si on est capable, on va faire un travail conjoint aussi. Mais quand tu décrivais, je me disais, mon Dieu, mais c'est les mêmes raisons qui amènent les gens aussi à venir nous consulter quand on a les courriels ou quand on a les messages. C'est exactement comme ça que les parents le décrivent aussi, là. Oui, puis en fait, c'est très rare qu'un enfant il va présenter juste quand on parle de l'aspect sensoriel de l'alimentation, c'est assez rare que l'enfant va présenter juste des difficultés sensorielles au niveau de l'alimentation. Exactement. Souvent, il va présenter dans d'autres sphères, dans d'autres contextes, il va présenter des fragilités sensorielles. Donc, quand ce petit drapeau-là est là, consulter en ergo, c'est jamais... En tout cas, ça peut aider l'alimentation, mais ça va aider à plein d'autres aspects. Puis souvent, même des fois, il faut régler... En tout cas, il ne faut pas régler, mais il faut regarder les autres aspects avant de travailler l'alimentation. Oui, c'est ça exactement. Puis tu nous l'avais dit plus tôt, mais des fois, une rencontre avec vous
peut déjà outiller beaucoup les parents. Donc, tu sais, ça peut être intéressant. Puis en même temps, on le disait dans le premier épisode, mais ça nous permet de mieux comprendre notre enfant aussi, de mieux comprendre ses réactions. Fait qu'autant les réactions à table, mais des fois, quand ils vont travailler avec vous, puis oui, mais est-ce qu'il y a aussi ça, tu sais, toute l'évaluation que vous allez faire, puis là, on fait, ah ben oui, tabarouette, tu sais. Donc, ça nous permet aussi d'être un parent qui va être plus bienveillant, puis qui va être capable de mieux s'adapter à son enfant. Oui. Tout à fait. Puis l'alimentation qu'on prend, c'est une tâche sensorielle qui est très exigeante parce que ça implique presque tous les sens. C'est ça. Même, il y a les 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût. C'est quand même assez important. Ensuite de ça, on parlait de la sensation, bien connaître son corps, sentir son corps, comment il est placé, qui va aider au mouvement aussi. Quand je sens bien mon corps, je suis capable de bien organiser les mouvements, donc les mouvements dans la bouche pour bien promener puis gérer les aliments. Au niveau du vestibule, la sensation de mouvement va être capable d'être stable, de bien me tenir pour l'alimentation, mais aussi l'interoception au niveau de la perception de la faim, quand j'ai plus faim, si j'ai des malaises au niveau d'un enfant qui va avoir une constipation, ça fait des malaises, on ne se sent pas bien, on ne sait plus. On ne sait pas nécessairement, l'enfant ne peut pas comprendre d'où viennent toutes les petites sensations dans son corps. Fait que c'est une tâche qui est très, très complexe au niveau sensoriel, là, l'alimentation, parce qu'on voit les aliments, on sent les aliments, on les goûte, on les touche. On les entend. On les entend, exactement. Un aliment qui est croquant, des enfants qui n'aiment pas ça, entendre le bruit à l'intérieur. Moi, je suis en thérapie, je fais toujours des faces qu'on l'écoute comme ça, mais c'est pas là que ça fait du bruit, c'est quand on le met en bouche. Mais c'est ça, c'est une tâche très, très chargée sensoriellement. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Oui. Si on parle des signes les plus fréquents à table chez les enfants, si on peut en nommer 3, c'est lesquels que tu vois, Véronique, le plus souvent? Moi, si je peux t'en nommer un là, chez mon coco, c'est l'odeur. C'est vraiment la première barrière. S'il rentre dans l'air de cuisine puis ça ne passe pas le test de l'odeur, même si c'est quelque chose que je ne suis pas pire certaine qu'il va aimer au niveau du goût, ça passe pas le test. C'est vraiment au niveau de l'odeur. Et moi, le truc que j'ai trouvé, c'est vraiment comme hier, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai ouvert les fenêtres. Il y avait du fromage, puis il n'aime pas l'odeur du fromage. J'ai eu une belle surprise hier. Il a voulu rentrer puis goûter, mais c'est d'aérer. Quand vraiment l'odeur dérange les enfants, moi, c'est d'ouvrir la fenêtre. Mais quand c'est difficile au niveau de la texture en bouche, est-ce que tu aurais des trucs pour les parents, parce que parfois c'est des haut-le-cœur, parfois c'est parce que c'est lisse. Fait que déjà là, il ne veut même pas prendre l'aliment ou quand c'est mouillé, il ne veut pas prendre l'aliment et le mettre en bouche. Donc, pour chacun des petits sens, est-ce que tu aurais des petits trucs, je dirais, peut-être 3 choses que tu vois le plus souvent en pratique, peu importe le sens que ça touche. Moi, c'est l'odorat, c'était mon premier. Mais si tu aurais 3 raisons de consulte que tu vois le plus souvent avec des trucs pour les parents, ce serait quoi? OK. Bien, c'est sûr que tu as trouvé des bonnes stratégies au niveau de l'odorat. Souvent, ce qu'on va parler, c'est d'aérer, mettre le ventilateur aussi là, lors de la cuisson. Puis, j'ai déjà lu, moi, je n'ai pas eu à recommander ça, mais à placer des fans proches de la table pour que l'odeur s'éloigne de l'enfant pendant le moment du repas. Là. Mais je n'ai pas vraiment eu, moi, à proposer ça, mais j'ai déjà entendu ça. Souvent, c'est regarder les aliments. Moi, on a plein des parents qui repoussent les assiettes, c'est-à-dire les enfants qui repoussent les assiettes, comme dès l'arrivée à la table, tout part. L'enfant nettoie son espace devant lui. Fait que moi, ce que je dis souvent, c'est de fournir des petites assiettes avec des petites portions pour pas que ce soit, pour que l'enfant se sente surchargé par ce qu'il voit. Des fois, les assiettes compartimentées, ça peut aider aussi parce que si un enfant n'aime pas un des aliments, bien, le fait qu'il soit séparé des autres aliments, il va être exposé, donc il va pouvoir le regarder, le voir, s'habituer tranquillement à interagir avec cet aliment-là, mais ça ne touche pas à son autre aliment qui peut-être est bien accepté. Donc, les aliments, les assiettes compartimentées, puis les petites portions, beaucoup quand c'est les enfants qui repoussent les assiettes. Là, l'enfant va voir ça comme un moins grand défi. Tandis que si on a une belle grosse assiette bien remplie, c'est déjà en voyant, puis
l'enfant est comme découragé avant de commencer, là. Fait que ça peut être un bon truc au niveau visuel. C'est sûr que là, après ça, si on fait un peu de thérapie, si on veut travailler là-dessus, bien là, on va lui demander de regarder, de décrire. Souvent, je fais ça, je propose aux parents de faire ça pendant les collations. On veut que l'enfant regarde, qu'il décrive qu'est-ce qu'il voit. Est-ce qu'il y a un petit, là, il va dire, il y a du vert, il y a du rouge. Après ça, puis de décrire les aliments en fonction des sens. Fait que ça, on fait ce petit exercice-là, mais pas au moment du repas, c'est pas le bon moment. Parce qu'au moment du repas, c'est un moment d'échange, un moment de, tu sais, comme de convivialité. Fait qu'on veut garder ça. Mais si je dirais au niveau visuel, si on veut travailler cet aspect-là, on peut le faire plus au niveau des collations. J'appelle ça mon petit jeu du détective. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que j'entends? Fait que c'est au niveau visuel. Au niveau de toucher aussi, souvent les enfants hésitent beaucoup à toucher les aliments quand ils ont comme les sandwichs, les roulés, les fruits, les légumes. Souvent, ils ont à toucher les aliments pour les mettre en bouche. Puis si un enfant qui va être hypersensible, le toucher va être désagréable. Puis quand c'est désagréable sur la main, ben l'enfant, lui, fait le lien que ça va être désagréable dans la bouche. Fait qu'il faut travailler ça, cet aspect-là. Encore là, pas nécessairement au moment des repas. Fait qu'on va offrir des ustensiles, même si c'est des fruits et des légumes, pour essayer de passer cette barrière-là du toucher. Mais encore là, à l'extérieur des repas, ben, on va vouloir graduellement amener l'enfant à toucher, à explorer, mais toujours en suivant son rythme parce qu'on ne peut pas forcer. En forçant, on va créer des petits traumatismes qui vont faire que après ça, l'enfant va devenir anxieux. Puis un enfant anxieux, c'est un enfant qui n'a pas faim. Fait qu'on embarque dans un cercle vicieux un petit peu, là. Fait que c'est beaucoup de suivre juste défi. C'est le juste défi, oui. Puis de se laisser guider par l'enfant. Puis faire attention aussi, parce que des fois, ce qu'on a tendance à faire, on est tellement content s'il a réussi quelque chose, puis là on part, là, tu sais, comme... Puis là, on va offrir l'aliment plusieurs fois, mais c'est des petites... je dis toujours, c'est des petites victoires, il faut faire des petites fêtes à chaque petite victoire. Parce que d'être trop expressif, mais je comprends les parents, parce que ça sont des victoires, là. J'embarque tout plein avec les parents, mais il faut juste comme plus nommer, tu y as goûté, je suis fière de toi, bravo, mais tu sais, on ne parle pas de la, ben non, je vais t'en donner demain. On n'est pas là-dedans. On est dans l'immédiat, on est dans l'exploration, dans le jeu. Faut y aller vraiment tout doucement, puis c'est le juste défi, voir où est-ce qu'il est rendu, puis c'est pas parce qu'il a touché une journée qu'il va le manger le lendemain, c'est vraiment graduel. L'alimentation, le suivant en alimentation, c'est long, ça prend du temps. Puis à la maison, c'est un travail de tous les jours, là. J'aurais envie de rajouter pour les textures. Oui, vas-y. Tu sais, les sauces, ça peut aider, la texture en bouche. On a des grands fans de ketchup, là, parce que ce qui est dérangeant souvent au niveau de la texture, c'est quand ça fait plein de petits morceaux dans la bouche. C'est le riz qui se défait, ou qu'il y a des textures qui sont différentes. Le yogourt aux fruits, là, je ne sais pas ce que ça va goûter. Des fois, c'est du yogourt, des fois, c'est des fruits, c'est mélangé. Fait que de relier ça souvent, ou la viande hachée, tout ça. Fait que de relier avec les sauces, ça peut aider. Puis, tu sais, le mot-clé, je pense que Véronique a utilisé, c'est d'être graduel. Il y a énormément d'étapes avant d'arriver à manger l'aliment, hein, le tolérer dans son assiette, tolérer à table. J'ai des enfants qui refusaient même que l'aliment soit dans l'assiette du parent, là. Fait que, tu sais, on est loin il va le manger demain, là. De le tolérer dans son assiette, de le toucher avec ses doigts, de le sentir, de la porter proche de son visage, de le mettre dans sa bouche. Puis, tu sais, ça, selon vos valeurs et tout ça, mais ce que j'explique aux parents, c'est que c'est pas grave s'ils le mettent dans sa bouche puis ils le retirent. Tu sais, ça peut arriver. Moi, souvent, je leur dis, mettez une napkin, un petit bol à côté, que ça se fait parce que au moins, il va savoir que je ne suis pas pris avec. Une fois qu'il est dans ma bouche, je ne suis pas obligée de le gérer. Fait qu'on a une étape de plus qui est avancée, que je l'ai mis dans ma bouche, j'aime pas vraiment ça, je le retire. Ben, on est une étape plus proche de le manger que ce qu'on était avant de commencer le repas. T'sais. Tout à fait. J'appelle ça le bol du non merci, moi. Et voilà. Au lieu de cracher, que ce soit
socialement acceptable aussi à table, c'est vraiment soit dans une serviette ou dans un verre ou dans le bol du non merci. Puis, tu sais, il le regarde, il est quand même là, mais c'est non merci pour aujourd'hui, peut-être une autre fois. T'sais. Oui, puis en thérapie, moi, je le fais dans le jeu, tu sais, on fait, là, on y va, là, on fait des fusées avec, on le crache le plus loin possible. Oui. Puis, en thérapie, hein? En thérapie. À la maison. On fait ça pendant les repas. Exactement. Mais tu sais, pour dire, Véronique a parlé de rester dans le jeu, c'est stressant, c'est anxiogène, l'alimentation pour tout le monde, mais essayons de dédramatiser la situation puis de garder ça le plus ludique possible. C'est convivial, avoir des belles conversations, diminuer notre stress, diminuer les attentes qu'on a face à l'alimentation. Puis c'est sûr, si vous y mettez 4 aliments différents qu'il n'a jamais goûté, tout ça dans la même journée dans son assiette, ça se peut que ça ne tente pas de s'asseoir à table cette journée-là. Allons-y pour un petit aliment à la fois, idéalement, ça peut aider. Souvent, un aliment nouveau, un aliment qu'on est en train d'intégrer, mais avec un aliment bien toléré comme ça, il y a un aliment sécuritaire, puis un aliment qui peut présenter un petit défi. Le fait d'avoir les deux, c'est ça. Oui, il voit quelque chose qui est moins habitué, mais en même temps, il voit quelque chose qu'il aime. Donc, ça fait redescendre un petit peu l'anxiété, le malaise qu'il peut avoir à goûter son nouvel aliment. Oui, puis pour avoir travaillé avec les plus vieux, tu sais, des fois d'expliquer que ça se peut que la première fois, ils ne tolèrent pas et qu'ils n'aiment pas ça, mais ça peut prendre jusqu'à 10-15 fois avant de goûter quelque chose pour aimer ça. Et les enfants, de comprendre ça, ça diminue aussi OK, ça se peut que j'aime pas ça, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas obligée de dire... Ça ne veut pas dire que je ne peux pas y regoûter une deuxième fois, une autre journée. Oui. Il y a un autre principe aussi, c'est qu'il va avoir de la variété avant d'avoir de la quantité. Fait qu'un enfant va avoir tendance à explorer des petites quantités de plusieurs aliments avant de se mettre à manger une grande, on pourrait dire une portion adéquate d'un seul aliment. Donc, on laisse explorer, on explore à différents aliments avant de s'attendre à ce qu'il mange un aliment, un nouvel aliment, mais dans une portion qu'on pourrait dire normale. Là. Ce concept, j'adore, puis je vais le souligner, c'est la variété avant la quantité. C'est ça qu'on voit apparaître chez les cocos. Puis j'adore le fait que tu parles, nous autres, on appelle ça les aliments copains, les aliments que les enfants aiment beaucoup. C'est ce que j'appelle, aux parents, ça s'appelle, l'enfant se sent respecté et se sent en sécurité à table. C'est qu'il arrive, au lieu d'être armé comme un chevalier prêt à se battre, non, j'aime pas ça, j'en veux pas, il va juste déposer toute son armure parce qu'il sait, il mourra pas de faim. Il reconnaît des aliments, il va pouvoir manger à sa faim et personne n'apprend le bedon vide, personne n'apprend stressé, personne n'apprend sous pression. Parce que l'enfant a exploré un petit peu les aliments copains ou les aliments familiers, puis il vous voit en train de les manger, il se dit, ben, tu sais, les enfants veulent faire comme nous, hein. Ils veulent, même si ça ne paraît pas tout le temps, ils veulent être capables de le faire. Fait que lorsqu'il se sent respecté, écouté dans son développement qui lui est propre et un peu plus enclin à aller peut-être découvrir, donc de nous permettre d'être agréablement surpris par nos cocos. Puis comme tu l'as dit aussi, Valérie, il y a tellement d'étapes que ça se peut qu'il le mette juste dans son assiette puis il est satisfait, puis c'est parfait, il va juste le regarder, il va l'inspecter. Puis à un moment donné, moi, c'est vraiment, il va s'approcher pour le sentir, il va le mettre sur le bord de la lèvre, mettre dans la bouche, recracher. Mais tout ça, c'est des étapes, c'est des expositions, c'est pas des échecs. Au contraire, l'enfant apprend à se familiariser. Je prends l'exemple, moi, parfois, là, tu sais, là, avec la COVID, c'est un peu plus difficile, mais faire des rencontres. Tu sais, si tu rencontres la première fois un homme ou une femme, puis la personne te demande en mariage, tu vas partir en courant, c'est la même chose. Je présente un nouvel aliment, puis je dis tout de suite dans ta bouche, il n'y en a pas question. Ça prend plusieurs rencontres, puis à un moment donné, dire OK, peut-être que oui, peut-être que non, tu sais. Mais c'est un peu le même principe de ne pas embarquer là-dedans et dire parfait, je te demande en mariage. C'est la même chose de mettre en bouche. Il faut que la décision vienne de l'enfant si on veut créer une association positive avec l'aliment. Puis le fait juste qu'il l'a regardé, juste regarder l'aliment par des bacs sensoriels parfois, à l'extérieur des heures des repas, ça fait en sorte que l'aliment, il est moins nouveau. Donc, on a créé une familiarité dans un contexte positif, dans le contexte du jeu. Fait que ça se peut que lorsqu'il voit à table, il n'est plus si nouveau que ça, l'aliment, mais il va peut-être être enclin de le mettre en bouche. C'est comme ça, nous autres, on l'approche, puis on parle de votre rôle, à comment faire les étapes en escalier. Des fois, on le fait conjointement, des fois, vous le faites à part. Mais là, on parle vraiment de thérapie, mais à la maison, c'est à peu près la même chose qu'on peut faire sans nécessairement décortiquer ça par escalier.
si coupé que ça, mais ça finit par s'améliorer. Sachez qu'il y a une lumière au bout du tunnel lorsqu'on comprend, lorsqu'on met les lunettes généreuses, je crois, puis on comprend, puis on ajuste nos attentes. J'adore comment vous dites ajuster vos attentes. Ces petits pas, on est mieux des baby steps que de faire des gros pas puis reculer en arrière, des petits pas de bébé et faire confiance à l'enfant, je crois, faire confiance à son développement, qu'il est capable de le mettre en position de réussite. Moi, c'est ce que je dis. Mettez votre enfant dans une position de réussite en ayant toujours le juste défi, un petit défi pour le respecter en tant qu'individu également, parce que le respect, on le lui doit également, même s'ils sont tout petits. Ce respect-là, la sécurité à table, il faut qu'il se sente à sécurité à table, comme lorsqu'il est dans l'auto, puis il est attaché, puis c'est la même chose. Mon parent, il est là pour veiller à ma sécurité. J'ai faim, il va s'assurer que je vais avoir quelque chose à manger, que je suis capable. Parce que c'est pas un caprice, c'est je ne suis pas capable, ou des fois, ça fait mal en bouche. C'est vraiment désagréable en bouche chez les enfants. Est-ce que tu aurais d'autres petits trucs? On a parlé de la texture, on a parlé de la vue, on a parlé de l'odorat. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu vois, que tu aimerais aborder pour les parents? Côté... oui. Ce que j'avais envie peut-être d'ajouter, c'est s'assurer. Il y a d'autres petites choses à mettre en place autour, parce qu'un enfant qui va être hyper réactif au niveau de l'alimentation, c'est bien, on parlait dans l'autre podcast, on parlait de la préparation. Donc, c'est bien de le préparer le moment du repas, de faire bouger l'enfant, de faciliter la transition, c'est-à-dire que de pas choisir. Si l'enfant n'aime pas beaucoup manger ou c'est un moment qui est difficile pour lui, bien, si on le prend d'une activité qu'il aime beaucoup puis qu'on l'amène à une activité qu'il aime moins, fait que c'est bien d'avoir une petite activité de transition peut-être. Moi, je dis souvent aux parents, bien, faites-le bouger, on va prendre on fait un petit parcours dans la maison, on saute à la corde à sauter quand ils sont un petit peu plus vieux, on joue au ballon, juste pour comme se changer les idées, puis comme un peu oublier qu'on s'en va manger. Mettre une petite routine aussi avant le repas. D'établir, ben, j'aide à préparer la table, d'aller laver mes mains. Fait que l'enfant, il se prépare tranquillement, pas vite, à aller faire la tâche. Donc, ça aide aussi, ça crée une routine, c'est familier, c'est apaisant. Puis la même chose à la fin du repas, de trouver une routine, un moment où, OK, là, c'est terminé, puis on termine ça de façon positive, parce qu'on sait qu'à la fin du repas, si ça se termine bien, on va avoir plus le goût de revenir la prochaine fois. Tandis que si ça s'est terminé sous tension, puis là, l'enfant, ben là, ça ne nous donne pas le goût le lendemain matin de s'installer à la table pour le déjeuner. Fait qu'il y a tout l'enrobage autour du moment pour que ça. Puis c'est toujours dans l'idée de rendre le moment agréable malgré les défis de l'enfant. Ça aussi, je trouve que c'est super important à mettre en place. Puis c'est un peu comme préparer l'enfant à mettre ses bas, où ils ont besoin de préparation. Puis même pour nous, comme parents, ça nous donne une structure. On ne tombe pas tout de suite dans « Oh là, on s'en va manger, puis ça va peut-être pas bien se passer », parce que c'est ça qui se passe dans notre cœur de maman. Moi aussi, j'en ai une, peut-être pas dans la même ampleur que ton petit coco, mais moi aussi, j'ai une cocotte. Puis on se questionne comment ça va aller, puis ça. Fait qu'on essaie de sortir l'émotion, puis de rester de se déposer. Ouais. Puis au niveau sensoriel, ce qui est super important, puis on n'en a pas parlé, Valérie, mais les pieds, il faut que les pieds touchent par terre, il faut que les pieds soient appuyés. Peu importe l'âge, la position, mais que les pieds, parce que des fois, les bébés dans les chaises hautes, ils sont bien, comme ils sont bien stables, mais les pieds ne sont pas bien appuyés, ou même sur les chaises d'appoint, ou même sur les chaises régulières de cuisine. Le fait que les pieds soient bien appuyés au sol, ça amène une sécurité au niveau des systèmes sensoriels, puis ça peut amener un certain apaisement aussi, fait que les pieds touchent. Fait qu'on sort les nouilles de piscine, les anciens bottins téléphoniques, les boîtes de carton pour essayer d'arranger un peu artisanalement, parce que des fois, les chaises hautes n'ont pas fait en fonction de ça, mais que les pieds de l'enfant soient bien appuyés tout au long des repas. Oui. C'est pas nécessairement au sol, c'est vraiment sur... Non, c'est ça. Être appuyé sur... Exactement. Sur quelque chose. Sinon,
Même quand nous, comme adultes, quand on est assis et que nos pieds ne sont pas appuyés, là, on essaye de se tenir. Puis, on essaye de trouver une place pour placer nos pieds. Fait que là, ça peut être dérangeant. Puis c'est comme d'avoir les pieds au sol, c'est apaisant, c'est rassurant. Mes pieds touchent par terre. Donc, exactement. C'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais c'est super important. Oui. Puis on parlait tantôt d'explorer en dehors des repas, des collations, mais la préparation du repas aussi, hein, de cuisiner avec notre enfant, c'est un beau moment pour explorer. Il n'est pas obligé de manger, c'est pas ça l'attente, mais il va toucher, il peut sentir, il peut goûter certaines choses. Utiliser les ustensiles si jamais il n'est pas capable de toucher, mais au moins il est exposé à l'aliment, aux odeurs. Dans le plaisir. Exact. Oui, j'aime ça. Oui, toujours dans le plaisir. Oui. Et moi, j'aimerais rajouter une phrase que je dis souvent aux parents. Vos enfants ont besoin de leurs pieds pour manger. Oh. Hein? C'est bon. Les pieds en appui. Oui. Ça, c'est vraiment dès les premières bouchées qu'on essaie, en tout cas dans nos ateliers de DME puis d'introduction des aliments. On en parle vraiment dès le départ parce que des fois, on a reçu une chaise haute. Quelqu'un nous a donné, puis il n'y a pas souvent un appui-pied ou un repose-pied. Donc, il y a moyen, comme tu disais Véronique, de patenter quelque chose homemade pour être capable d'avoir les pieds en appui chez les enfants. Alors, merci beaucoup pour cette belle discussion. Alors, Valérie, Véronique, merci tellement d'avoir partagé vos expertises, des trucs de pro avec nous. Et Valérie, je sais que tu en as parlé dans le premier épisode. J'aimerais que tu en reparles un petit peu de ton cours que tu as créé. Je pense que ça peut démystifier beaucoup tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Aller un petit peu plus loin pour les parents, pour les éducatrices. Je vais te laisser en parler un petit peu. Oui, c'est pas centré juste sur l'alimentation. Il y a quand même des trucs par rapport à l'alimentation, mais on démystifie surtout l'hyperréactivité sensorielle. C'est dû à quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on en a parlé aussi dans le premier, à comprendre notre enfant. On est rendu à 50% déjà de progrès. Fait que c'est un peu l'objectif de la formation, c'est de rendre ça accessible à tout le monde, que même si vous n'êtes pas en suivi en ergothérapie, si vous êtes en attente, si vous n'êtes pas en attente, si vous êtes éducateur, éducatrice, nutritionniste, psycho-éducateur, je pense que d'apprendre de mettre des nouvelles lunettes, ça aide toujours à mieux comprendre l'enfant puis à avoir les bonnes interventions puis à agir de la bonne façon. Oui. Donc, on va laisser tous les détails dans la description du podcast ainsi que les liens vers vos plateformes et vos services. Toi, Véronique, tu travailles pour Ergo Ressources. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes services? Mais dans le fond, moi, c'est ça. Je vois les enfants au niveau de l'alimentation, mais en même temps, peu importe là, les enfants qui ont des petits défis au quotidien, que ce soit au niveau de l'apprentissage, au niveau des petits délais moteurs, les enfants qui sont peut-être pas prêts d'arriver à la maternelle. Donc, on est là pour les appuyer, puis appuyer les familles, les milieux scolaires, puis aussi les CPE. Donc, voilà, le groupe Ergo Ressources. C'est parfait. Puis j'aimerais préciser encore une fois que dans cet épisode, on a répondu à plusieurs questions, mais ça ne constitue pas du tout un outil diagnostique et ça ne remplace pas les services offerts par un professionnel de la santé. Alors, n'hésitez pas à consulter en cas de besoin. Nous avons également notre cours en ligne « Quand l'heure des repas vire au combat », qui est un cours complet vraiment sur l'alimentation des tout-petits à partir, je vous dirais, de 12-18 mois jusqu'à l'âge de 6-7 ans, où on parle de néophobie alimentaire, de difficultés au niveau des repas. Et on a Marie-Ève Paradis, qui est l'ergothérapeute, qui a collaboré à ce cours également. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je mettrai également les informations dans la description de ce balado. Merci Valérie, merci Véronique pour tous ces astuces de pro. Alors, on se dit bye-bye et à la prochaine. Bye. Bye. Merci. Merci. Merci à vous. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado et chaîne YouTube. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager l'épisode ou nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître le balado à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce balado, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mélissa. Bye Cosette.